Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Ce soir, dédié bien à notre ADN, à notre philosophie et ce qui fait notre esprit Grands Espaces, ce qui fait notre différence peut-être avec d'autres compagnies. Alors, ce soir, nous avions prévu d'être trois intervenants. Vous le voyez, pour le moment, nous sommes deux à apparaître à l'écran, tout simplement parce que Xavier, notre chef d'expédition qui doit être avec nous, l'était il y a quelques minutes, et puis il y a des fortes tempêtes là où il habite dans les Hautes-Alpes qui eh bien, fragilisent un petit peu la connexion. Donc nous espérons le voir arriver d'ici peu, mais en attendant, nous allons commencer cette conférence sans lui et nous l'espérons qu'il nous rejoindra très bientôt. Alors moi, avant de commencer, je vais introduire doucement pour vous laisser le temps de tous vous connecter. Souvent, on nous pose, et j'aimerais vous poser cette question très simple, qu'est-ce qu'on s'imagine quand on pense à une croisière? Alors peut-être un bateau confortable, sûrement, un programme peut-être bien organisé, des escales qui s'enchaînent peut-être, et souvent on pense à du divertissement à bord. Alors ici, et pour des voyages, en tout cas dans les régions polaires et autres bouts du monde, on peut vivre quelque chose de bien différent, et chez Grands Espaces, nous avons fait un choix, ce choix différent, celui de ralentir pour observer, de ralentir pour comprendre, pour laisser la nature prendre toute sa place. Ici, à bord, pas de spectacle parce que nous considérons que le spectacle est bien suffisant dehors. Pas de programme figé parce que chaque journée dépend de la classe, de la lumière, du vivant tout simplement. Et surtout une autre manière de voyager, plus intime, plus engagée, plus proche du terrain. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Alors, l'idée est de vous présenter notre manière de voyager, de vous partager notre vision du voyage, une autre manière d'explorer les régions polaires, d'explorer les bouts du monde, hérité de plus de 50 ans d'expérience sur le terrain, de par notre fondateur ici présent, Christian Kempf, qui vous présentera lui-même d'où est partie cette passion et d'où vient eh bien, cet ADN, cet esprit grands espaces. C'est ce que nous allons voir ce soir, donc avec cette histoire et la façon très particulière que nous avons de concevoir le voyage. Nous l'espérons donc avec Xavier, eh bien une petite... Ah ben elle est là, Xavier, je n'avais pas vu. Oui, oui, je suis arrivé en même Eh temps que bien, vous. son expérience donc de terrain, et il nous racontera un petit peu voilà, ses anecdotes et puis la façon dont lui conçoit le voyage quand il est chef d'expédition Grands Espaces, puisqu'il l'est depuis plus de 10 ans. Alors voilà, pour introduire un petit peu cette conférence, et puis sans plus attendre, eh bien, je vais laisser la parole à Christian Kempf, que j'ai peu présenté, mais parce qu'il va le faire lui-même à travers cette grande introduction. Eh bien, je vous laisse la parole, Christian. Merci beaucoup, Laureline, et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers amis. Écoutez, effectivement, je pense que pour définir l'esprit d'une entreprise, je dis souvent qu'une entreprise est faite de trois choses. D'un côté, du sang de l'entreprise, ça c'est l'argent, c'est une entreprise commerciale. Ensuite, évidemment, de la tactique, la stratégie, ça c'est la tête, c'est le cerveau, mais il y a le cœur. Et le cœur, il se cherche dans la profondeur du corps, dans les racines, et cherche quelque part dans l'histoire. Et je voudrais vous expliquer, si je puis dire, cet esprit, comment il est né, et ce qui, pour moi, est vraiment une croisière, expédition. En fait, moi-même, j'étais, mais je suis toujours un fervent amateur d'oiseaux. Je connais tous les cris, les chants de tous les oiseaux d'Europe. Marielle, ma compagne, rit souvent quand je confonds des noms de chanteurs, mais les chanteurs des bois, je les connais tous. Et cette notion, si je veux dire, cette passion pour les oiseaux m'a amené au Spitzberg. Mais d'abord, je viens de prononcer le terme passion, qui pour moi est important. Une passion qui nous amène à vouloir partager par la suite. On y reviendra. Je suis parti pour la première fois en 1973. Je vous montrerai tout à l'heure quelques photos au Spitzberg.
pour voir des oiseaux qui n'existent pas en Norvège, en Islande, etc. Et nous sommes partis à 9 en équipe. Par la suite, j'ai dirigé 16 expéditions scientifiques, toujours en équipe, en conditions, comme on dirait aujourd'hui, d'isolement total. Sans téléphone, avec une vacation radio une fois tous les 2-3 jours, et sans aucun autre contact. Pas de presse, rien du tout. On était entre nous. Autant vous dire que l'équipe est extrêmement importante. Moi, j'étais excellent pour traverser les torrents. J'étais très bon dans les marches de toundra, mais j'étais mauvais sur les glaciers, j'étais mauvais en escalade. Et de temps en temps, il y a des obstacles à passer. Et on met sa vie dans les mains d'un premier de cordée, ou, que ce soit pour traverser un torrent bouillonnant, ou que ce soit pour prendre un col difficile d'accès. Donc, l'entraide, l'équipe. Et c'est pour ça que nos croisières expéditions sont restées un moment où, évidemment, nous sommes sous contrat avec vous. On ne se tape pas dans le dos. On ne se tutoie pas automatiquement. Mais où véritablement, on est ensemble et où on explique ce qu'on fait. J'irais presque à dire, parfois, on décide ensemble ce qu'on fait. On regarde les conditions météo, on regarde les conditions de mer, on regarde ce qu'on peut voir et on travaille en équipe. Passion, équipe. Et puis, ces expéditions dans le Grand Nord m'ont montré d'abord combien la nature était belle. J'ai été piqué à vif en 73. Et par le Grand Nord, la nature est belle partout, mais dans le Grand Nord particulièrement, je dirais. Et de ce fait-là même, j'étais très sensible à cette vie qui est là le temps d'un été. On est aux limites de la vie, vraiment aux limites de la survie même. Il y a environ 3500 espèces de plantes en Europe, il n'y en a que 172 au Spitzberg. Il y a une quarantaine d'espèces d'oiseaux, il y en a environ 300 en Europe. Donc, il y a peu d'espèces et souvent menacées. Et c'est pour ça que, à l'époque déjà, je parlais de réchauffement du climat. J'ai d'ailleurs publié en 85 un livre sur les problèmes du climat. Suite à ça, on m'a traité de dangereux aventurier gauchiste et d'écolo. L'écologie politique n'existait pas encore. Enfin, elle existait, mais elle n'était pas encore aussi en vogue que de nos jours. Mais à force de voir les glaciers reculer, j'en ai eu marre. Permettez l'expression vulgaire. Et je me suis dit, il faut montrer ça aux gens. Il faut montrer comment la nature est belle. Et voilà. D'où le troisième élément, je dirais, après la passion, après le partage, c'est la protection de la nature. Ce sont ces 3 P, je dirais, qui m'ont amené à retourner dans le Grand Nord régulièrement. Ensuite, après ma carrière de scientifique, carrière, j'aime pas le terme, j'ai fait mes thèses sur ma première sur la cartographie de la faune, la seconde sur les grands prédateurs du Nord, mais après ce grand passage, je dirais scientifique, c'est resté dans mon ADN, c'est clair. Et c'est ce qui fait que, à côté de ce qu'un explorateur fait toujours, il a envie d'être pionnier, il se doit d'être expert. Et nos guides sont tous des experts. Et en respectant la nature, c'est-à-dire que nos voyages, nos bateaux, nos circuits se font en petits groupes. Pour respecter les communautés, pour respecter la nature, on ne débarque pas dans un village inuit de 65 personnes à 200. Ça ne se fait pas, c'est indécent. En revanche, à 12, à 30, pourquoi pas. Donc, ces 3 P. Et puis ensuite, après cette phase scientifique, j'étais conférencier conférencier sur les grands bateaux de croisière, avec Mermoz notamment, à partir de 1985. Et ensuite, je suis allé dans le monde entier, sur les bateaux de croisière. Puis, chef d'expédition. Mais je voudrais, avant d'aller plus loin et de vous parler des premières croisières, expéditions, vous montrer quelques photos. Et d'abord, une lettre qui est en anglais, peut-être difficile à lire, ce n'est que la 2e page. Mais en 1973, j'écris au gouverneur du Spitzberg. Et voilà sa réponse. Il n'y avait pas d'ordinateur et d'imprimante à l'époque, et donc tout se tapait à la machine, si je puis dire. Et voilà sa 2e page. Et je lui ai demandé s'il fallait une autorisation particulière. Sur la première page, je lui ai dit non, pas du tout. Il y a même un logement. Si vous avez des actes de couchage, vous pouvez aller dans cette baraque. Et puis, je lui ai dit qu'on voulait recenser les oiseaux. C'était le but de la première expédition, recenser les oiseaux en bateau pneumatique. Et voilà qu'il me dit, les bateaux dont vous faites mention ne sont pas du tout, ne sont pas du tout adaptés à ces régions du Svalbard. Il y a beaucoup de glace flottante. Alors, quand on sait maintenant ce qu'on fait, vous voyez, pour nous,
c'était une autre époque. Les cartes de l'époque avaient encore des blancs, unsurveyed area, des zones non cartographiées. Et puis le gouverneur, mais il ne connaissait pas encore très bien le Spitzberg lui-même. Voilà notre hôtel 4 étoiles. Alors pourquoi 4 étoiles? C'est parce qu'il y a du soleil, parce qu'on a bien chaud dans le sac de couchage. C'est le temps des expéditions et que le matelas est très très doux. Hein. Vous voyez, un bon matelas de toundra. Alors, néanmoins, vous remarquerez que là, il y a le couteau lapon. À côté de moi, il y a le fusil. Parce que quand même, il y a des ours qui se promènent. Et rien ne ressemble plus à un phoque échoué sur un iceberg qu'un homme d'expédition qui dort échoué dans la toundra. Je vous parlais de passage de torrent, évidemment il n'y a pas de pont, il n'y a rien, donc on passait ces torrents et c'est comme ça qu'on a appris à lire l'eau, à lire les torrents, savoir où passer, mais avec des groupes plus petits. On ne fait pas de tel passage de torrent lors de nos croisières, je vous mets à l'aise. De même que, alors il nous arrive de faire des marches sur des glaciers. Hein. Les glaciers en été sont pas tous évidemment. Il y a certains glaciers qui sont extrêmement fréquentables, des glaciers plats où en fin d'été, les crevasses, il n'y a plus de pont de neige, les crevasses se voient bien. Il y a évidemment les bédières, mais à part ça, voilà. Voilà nos campements, une grande hutte camp de base, et puis des petites huttes, que dis-je, une grande tente camp de base, et puis ensuite des petite tente où on vivait, et puis le grand réchaud. Le grand réchaud, c'est au milieu de la photo, ce sont les bois de flottage qu'on amenait et un feu permanent comme chez les tribus d'Amazonie, hein, c'était les tribus du Grand Nord, avec de temps en temps quand même, il faut le dire, hein, parce que là je vous montre des photos de beau temps, on a quand même essuyé de sacrées tempêtes. Et puis lors des tempêtes, vous savez, ce à quoi peuvent servir les zodiacs, c'est tout simplement à être un excellent abri contre le vent. Donc, on prenait des bouts de bois de flottage, on tendait des toiles et on reversait le zodiac. Et puis, c'est là-dessous qu'on vivait, qu'on attendait que les tempêtes se fassent. Et puis, cette photo, je la montre, j'ai honte de la montrer, je me ferai accuser de 2 jours par le gouverneur et tous les gens. Mais à force d'être proche des animaux, de ne pas les voir 2 heures, mais de rester 2 jours, 3 jours, une semaine aux environs, ils se font à nous. Et ensuite, quand vous voulez remettre le zodiac à l'eau, les morses ne le permettent pas. Et donc, il fallait un peu éloigner les morses avec nos rames, vous devinez. Oh, un grand bateau militaire. On n'a pas fait du militaire dans le Grand Nord, mais pour vous dire que lors des expéditions, on a eu l'État français nous a aidés. C'était en 1978 en particulier, avec l'escorteur d'Escar dans le Loir, qui nous a amené le matériel. Donc, il y avait toute une structure derrière nous, avec ici l'île de Boffen. On avait à l'époque le droit de débarquer. Vous voyez que le dessin de Morse que j'ai fait, c'est un extrait de mes carnets de notes. On notait tout, on notait tout. Maintenant, on note tout sur ordinateur ou sur clé. Dans le temps, c'était tout sur. Mais j'ai des dizaines, des centaines de carnets et de pages d'observations scientifiques et qui ont donné lieu ensuite à pas mal de travaux. On s'est rendu compte que les oiseaux se trouvaient en bord de côte, évidemment, mais que pour fuir les renards polaires, certains oiseaux nichaient carrément sur ce qu'on appelle les nunataks, à l'intérieur des terres, comme les mouettes, les goélands. Et pour ça, pour les recenser, et les mergules aussi, il a fallu un avion. On a amené un petit avion, puis voilà le plein d'avions comme on le faisait. Ici, c'est un homme, le pilote, qui s'appelait Jean Bou, et j'ai eu la chance, à l'époque où c'était permis, enfin c'est toujours permis pour des raisons scientifiques, mais à l'époque où c'était vraiment permis, de survoler tout le Spitzberg. Avec GREA Expédition, GREA, groupe de recherche en écologie arctique, c'est le groupe que j'ai créé en 1978 suite à mes premières expéditions pour mettre notre projet, pour mettre notre matériel en commun. Et c'est une association qui continue toujours ses travaux scientifiques. Et puis, ensuite, sont venues les premières expéditions. Ici, avec le caribou, sur Mermoz, j'avais rencontré un commandant qui m'a dit, mais Kempf, écoutez, nous, on a des bateaux qu'on a achetés à des Canadiens. Ma firme s'appelle Fish, Ferrodia International Shipping, et j'ai 3 bateaux. L'Astrolabe, qui ensuite a servi aux expéditions polaires françaises, l'Erebus, qui a servi à l'Ancient Science Foundation, et le Caribou. Et ils voulaient en faire un bateau touristique. Et puis j'ai dit, moi j'ai des gens qui veulent me suivre, alors essayons. Et là, on a fait un voyage extraordinaire. En 1990, on est ici dans les paysages démesurés, extraordinaires du fjord de l'empereur François-Joseph sur la côte est du Groenland. Et alors, ce bateau était un brise-glace avec devant, pratiquement 50 cm de caoutchouc, extrêmement mal conçu,
parce que ce bateau avait été conçu par des architectes navals et des commanditaires canadiens pour pousser les icebergs. Autant vous dire que si on pousse un iceberg avec un bateau, il y a risque de mort hein, et de retournement de bateau. Mais bon, c'était l'époque, encore une fois. Ensuite, on est allé bien plus loin. 1990, 1991, j'ai commencé avec les bateaux, cette fois-ci russes. Tant l'Institut Arctique et Antarctique russe, dont je connaissais la vice-présidente, c'est-à-dire la dame que l'on voit en premier plan, que l'Institut océanographique de Russie avait des bateaux et qui ne pouvaient pas plus être utilisés parce que le communisme s'est effondré. Et donc, l'Institut Arctique et Antarctique avait 3000 personnes et tout d'un coup, plus personne n'avait d'emploi. Et donc, ils ont mis à disposition des bateaux et j'ai emmené un groupe de 40 Hollandais, un groupe de 40 Français sur 2 bateaux différents vers l'île Wrangel. Et tiens, pour vous raconter une petite anecdote, il nous voilà pris dans la banquise. Kennedy, Madame Gusarova, la vice-présidente de l'Institut Arctique, téléphone tout simplement à la station scientifique de Wrangel. Ils ont est bloqués dans la banquise. Il nous faut un hélicoptère pour venir vous rejoindre. Et c'est une noria d'hélicoptère qui nous a permis d'aller sur l'île de Wrangel. Et puis ensuite, en revanche, vous voyez, c'est un peu de brouillard. Et en même temps, les Américains de Quark Expedition étaient là dans le secteur. Et puis, cette Russe parlait quand même pas trop bien français, pas trop bien anglais. Et donc, on a eu une vacation radio entre les Américains et nous, entre notre bateau et le bateau américain. Et elle a dit, ah, ne venez pas, il y a, de toute manière, les hélicoptères ne sont pas pour vous. Et de toute manière, there are a lot of frogs. Si je traduis, elle a mis un R à fog, elle veut dire qu'il y a beaucoup de brouillard, et le fog est devenu frog, c'est-à-dire grenouille. Aujourd'hui encore, ces Américains se demandent comment ça se fait qu'il y ait tellement de grenouilles au large du détroit de Bering. Mais des anecdotes comme ça, ignoraient que ça. Une belle anecdote aussi, enfin c'est pas une anecdote, hein, c'était un voyage que j'avais organisé en 1992 pour aller au pôle Nord avec les Russes, d'où le drapeau français, le drapeau russe. Avec 3 hélicoptères, on est allé au pôle Nord. Enfin, on faisait des voyages extraordinaires et puis je termine simplement avec la photo du premier ours que j'ai pu rencontrer. C'était au Spitzberg, le 4 septembre 1975, au bout de 750 km de marche. Très souvent, il y a des gens qui, au bout de 3 jours de croisière, disent « Oh, on n'a toujours pas vu d'ours ». Je vous prends un témoin, je n'ai jamais dit à personne que moi j'ai mis 2 étés et 750 km de marche pour voir mon premier ours. L'ours, ce n'est pas un cadeau. Les ours, on les voit. Xavier était là grâce à des spotters comme Xavier, grâce à d'autres expériences, mais ce n'est pas donné, ce n'est pas apporté sur un plateau. L'ours se mérite, en plus on va chez lui, donc il faut le respecter. Ensuite, évidemment, tout ça, ça a donné un esprit. L'esprit, ce sont les 3 P. Le partage, la passion et la protection de la nature, mais cela donne aussi des choses originales que l'on fait. On a été les premiers en l'an 2000 à débarquer sur la banquise. Oh là là, je me souviens de la tête horrifiée du commandant quand il voulait nous mettre plutôt 3 combinaisons de survie qu'une, quand je lui ai expliqué qu'on allait prendre pied sur la banquise. Alors que moi, j'avais l'habitude de marcher sur la glace, c'est pas un problème. Mais le faire avec des touristes, oh là là, la responsabilité. Ça a été le plaisir aussi d'emmener des gens sur la calotte, cette fois-ci encadrés par des guides de haute montagne, parce qu'il y a un tapis de neige et puis il y avoir des crevasses, donc on est encordé, etc. Mais quel plaisir de voir des larmes dans les yeux de certaines personnes au retour de la promenade, de la dépose en hélicoptère sur la calotte. C'est l'histoire de grands raids que nous faisions vers des zones qui touristiquement sont encore inconnues et il existe au Spitzberg, au Groenland. Bref, c'est ça la croisière expédition. C'est pas automatiquement d'être les premiers, on l'a été en beaucoup d'endroits. D'aller le plus loin possible, on le fait. Mais c'est surtout un état d'esprit, celui qui consiste à découvrir, de s'ébahir devant le premier ours, même s'il est là qu'au bout de 5 jours, devant une mouette blanche, devant des oiseaux et de découvrir. C'est ça notre rôle, c'est de vous montrer cet esprit d'expédition, comme dit, grâce aux guides qui sont des scientifiques, qui sont des experts, grâce à notre connaissance des lieux. Et tout cela, ça se traduit par une chose, et je terminerai par ça, par découvrir, 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 sortir, sortir, sortir. Pour nous, un bateau est un camp de base. Pour nous, la devise, c'est expédition d'abord, confort évidemment. Évidemment, il faut le confort. Mais avant tout, expédition. On a envie non seulement de vous montrer, de partager, mais aussi de vous faire vivre. C'est ça, l'esprit de grands espaces. Et vous savez maintenant d'où ça vient. Ça vient de loin, loin, loin. Et de 16 années d'expédition avec des mois, des centaines, des milliers d'heures
à dormir dans la toundra et à se dire, c'est trop beau, j'ai envie de le partager avec d'autres. Oui. Merci Christian pour cette introduction historique. Donc vous l'avez compris, hein, l'histoire de Grands Espaces, ça commence par l'histoire de Christian Kempf, qui est donc le fondateur, hein, de Grands Espaces, qui parle de 16 années d'expédition polaire, mais c'est aujourd'hui 50 ans d'exploration, parce qu'il y a eu cette période d'expédition, et puis après cette période où il a été chef d'expédition. Nous y reviendrons parce que tout cela est relaté dans des livres, des ouvrages que Christian a récemment publiés. Nous y reviendrons à la fin, mais où tout ça est vraiment raconté de façon sublime et immersive. Donc, c'est vraiment très intéressant, mais nous y reviendrons. Aujourd'hui, nous avons voulu un petit peu revenir sur eh bien, ce qui fait notre esprit, notre ADN, et puis revenir un petit peu aussi sur le terme de croisière-expédition, puisque c'est un terme qui est un petit peu aujourd'hui galvaudé, on l'utilise un petit peu à tout va. C'est pourquoi ce soir, nous avons voulu vraiment définir ce qu'est vraiment pour nous une croisière-expédition. Alors, on ne part pas vraiment en croisière quand on part avec Grands Espaces, puisque souvent, comme je le disais en introduction, hein, quand on parle de croisière, on imagine souvent quelque chose de très codifié. On pense souvent à des spectacles de soir, des animations, des soirées de gala, quelque chose d'assez rythmé, parfois même un petit peu formaté. Mais chez Grand Espace, on a fait un choix un peu complètement, même différent. On a choisi de redéfinir ce qu'est le luxe. Alors, le luxe, il n'est pas eh bien, dans nos bateaux, même si, attention, vous le verrez, nos bateaux sont très confortables avec un service raffiné et un service 4 étoiles. Nous allons y revenir sur nos bateaux, mais malgré tout, ce ne sont pas des bateaux luxueux. On n'est pas non plus hein, sur l'expédition comme on l'a vu sur les photos de Christian juste avant. Nous avons des bateaux donc très confortables, mais ici, le luxe n'est pas dans le bateau, n'est pas dans ce qu'on ajoute, mais plutôt dans ce qu'on va enlever. Pas de spectacle, pas de programme figé, pas de course d'une activité à une autre. On considère que dans les régions que l'on visite, les régions polaires, les bouts du monde, l'Amazonie, l'Afrique, tout est déjà là. Le luxe pour nous, eh bien, c'est avant tout de pouvoir voyager en petits groupes à bord donc de petits bateaux. Nous avons donc des bateaux de 12 passagers, nos yachts polaires de 12 passagers, ce qui permet une expérience vraiment immersive en toute intimité. Eh bien, les voyages deviennent tout autres hein, lorsqu'on est, 12 à partager ces moments. C'est vraiment des instants où on se sent vraiment au bout du monde. C'est aussi le cas sur nos plus grands bateaux. Hein. Vous l'avez vu, nous avons communiqué récemment sur l'Heritage Discoverer, qui est un bateau de 98 passagers, qui reste un format très intimiste, très convivial, mais où l'on va pouvoir quand même eh bien, avoir ce luxe de prendre le temps de pouvoir eh bien, profiter de sorties sans être timé. Il n'y a pas de rotation sur nos bateaux, tout le monde sort en même temps, ce qui permet de profiter le plus possible de nos observations dehors et jusqu'à ce que eh bien, ça soit la nature c'est la nature qui nous dicte finalement un petit peu le temps. Si un animal, on voit que il s'agite un petit peu, qu'il en a marre, là, on va s'en aller. Ou si les conditions, les glaces se referment, si les conditions de météo sont un peu plus compliquées. C'est ça qui va nous rythmer durant les expéditions. Mais sinon, voilà, ce luxe, c'est le fait de ne pas avoir à regarder sa montre, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir attendre et de pouvoir observer, de pouvoir prendre le temps. Et c'est aussi aujourd'hui cette sensation très rare, hein, celle d'être vraiment eh bien, présent à ce que l'on vit. Le luxe, il est aussi dans notre expertise. Vous l'avez vu, Christian a cette histoire polaire qui a eh bien, insufflé à Grands Espaces ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est aussi, Grands Espaces, c'est aussi une équipe qui suit derrière, une équipe de guides experts, passionnés, de grands conférenciers. Nous y reviendrons juste après, qui va faire eh bien, le luxe de nos voyages.
Alors, vous voyez, quand je disais en petit comité, eh bien, ça va donner ce genre d'expérience. Voilà, là, on est au Spitzberg au tout début de saison, en avril, où on se sent vraiment eh bien, seul au monde, dans ces grands espaces, dans ces immensités. À ces périodes, en plus, en avril, il y a vraiment peu de tourisme encore. Alors, dans ces régions, on ne croise jamais grand monde, hein, qu'on se le dise. Même en été, on fait en sorte que les bateaux qui voyagent à ce moment-là ne se croisent pas, mais c'est encore plus le cas en avril où on a vraiment ce sentiment d'être seul au monde, et ce n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez avec cette photo qui illustre très bien cette immensité et puis le fait d'être seul au monde. C'est aussi le cas lorsque nous faisons des sorties zodiaques ici sur notre yacht polaire, donc on voit en arrière-plan l'Explorer, donc ce yacht de 12 passagers. Et donc, quand on est sur un yacht de 12 passagers, eh bien, on sort sur 2 zodiacs. Et donc, ces sorties sont d'autant plus bien confidentielles et donnent une immersion vraiment incroyable. Oups. Alors, ce qui définit aussi la croisière expédition, c'est vraiment que l'exploration va être notre fil conducteur, hein, en fait. Pour vivre tout ce que je viens de vous décrire là, eh bien, il faut sortir du bateau. Une croisière expédition, ce n'est pas une croisière où l'on regarde les paysages uniquement depuis le pont, ça peut arriver durant nos temps de navigation, mais c'est une croisière où l'on va sur le terrain. Alors, ça peut vouloir dire eh bien, embarquer en zodiac et faire des croisières zodiac pour aller observer des glaciers, observer des icebergs, faire une observation animalière de phoques, d'ours, que sais-je. Mais c'est aussi débarquer sur des rivages isolés. Donc, on fait des débarquements à terre où l'on va pouvoir eh bien, faire des marches pour observer la nature d'un autre point de vue, explorer les fjords, les côtes et également les zones où les grands navires ne peuvent pas aller, j'y reviendrai. Et puis, c'est aussi les rencontres humaines dans des zones qui nous le permettent. C'est le cas, par exemple, au Groenland, où nous allons eh bien, pouvoir profiter de ces rencontres avec les communautés. Et tout ça, donc, comme le disait Christian, hein, dans le plus grand respect, puisqu'on ne débarque pas à des centaines dans des communautés où il y a eh bien, même pas des centaines d'habitants. Et c'est pour cela que nous avons fait ce choix d'être en petit comité de 12 à moins de 100 personnes pour pouvoir eh bien, débarquer en toute discrétion, le plus discrètement possible, et puis ne pas déranger la faune ou les habitants. Donc voilà, hein, les observations animalières. Alors ici, des ours sur la banquise, par exemple, que l'on peut observer eh bien, de façon tout à fait exceptionnelle, soit depuis les ponts. Enfin, en général, quand c'est sur la banquise ici, ça va être depuis les ponts du bateau. Alors nos ponts sont suffisamment grands sur nos yachts polaires comme sur les plus grands bateaux pour que vous puissiez eh bien, observer ces scènes de vie sans vous déranger. Je pense notamment au Nanook, les ponts sont extrêmement grands. En plus, vous êtes 12 personnes à bord, donc c'est vraiment tout le monde à la place de pouvoir observer de façon vraiment optimale, sans se déranger, pour pouvoir prendre ces photos, puisque eh bien, beaucoup viennent ici pour prendre aussi des photos. Donc, c'est aussi cette place que nous laissent les bateaux pour pouvoir vous observer de façon la plus optimale possible. Et puis, ce sont ces rencontres, comme on le voit ici. Alors ici, c'est une de nos guides, Christiane, qui s'est rendue donc l'été dernier dans un village au nord-ouest de Groenland, qu'elle connaît bien et dont elle connaît aussi certains de ses habitants avec lesquels elle a une histoire très profonde, très longue. Et c'est ces genres de moments que nous pouvons vivre de par l'expertise de nos guides qui ont une histoire dans ces régions polaires. C'est le cas de Christian, mais c'est aussi le cas d'autres guides comme Christiane ou comme d'autres guides. Je pense aussi à nos voyages dans les régions en Amazonie. Voilà, c'est cette proximité avec les gens qui font aussi ce que sont nos voyages. Et puis, comme je le disais, ces débarquements en petits groupes qui nous permet ce genre de moments et de rencontres assez inoubliables.
voilà, je le parlais, en Amazonie, nous avons eh bien, la chance de travailler avec un guide, Serge Guiraud, qui connaît ces régions d'Amazonie brésilienne depuis de nombreuses années maintenant, et qui a donc tissé des liens très forts, qui s'est vraiment noué d'amitié avec certaines de ces communautés en Amazonie, et qui donc, ces communautés nous font aujourd'hui confiance, ce qui fait que nous avons eh bien, l'opportunité, la chance de pouvoir assister parfois à des cérémonies, comme ici on peut le voir sur la photo, ou à des scènes de vie. Mais en tout cas, voilà, nous sommes accueillis dans ces communautés avec la plus grande, le plus bel accueil, et donc un grand respect de notre part, et de la part donc de nos guides qui nous accompagnent. La croisière expédition, c'est aussi voir la nature comme notre plus grand guide. On l'a vu, hein, nos itinéraires sont... Alors, on vous propose des itinéraires avec des programmes, c'est sûr, des itinéraires qui sont eh bien, finement ciselés par Christian Kempf la plupart du temps. Mais malgré tout, nous sommes dans les régions où la nature est souveraine. Et c'est la nature donc qui va dicter un petit peu, qui va dicter donc le rythme de notre croisière. C'est la météo, les conditions de glace, la lumière, la présence animale. Ce sont elles qui dictent véritablement le rythme du voyage. On a toujours une intention, hein, une direction, mais chaque jour est vraiment réinventé. Si une zone est bloquée par la glace, on change de cap. Si une observation exceptionnelle se présente, on reste. Si quelque chose se passe, on ne reste pas juste 10 minutes. Lorsqu'on a une belle observation à faire devant nous, et lorsque ça a du sens, eh bien, on va profiter pleinement de ces observations. Souvent, on a, je pense, dans les régions polaires, un itinéraire en tête, on va quelque part, on navigue, et puis tout à coup, un guide va nous annoncer la présence d'un animal, un ours, qui va faire que nous allons eh bien, peut-être un petit peu changer nos plans pour sortir les zodiacs, pour aller profiter de cette observation exceptionnelle. Et comme je le disais précédemment, tant que la nature nous le permet, si cet ours nous accueille, ne montre pas de signaux de détresse, s'il se sent en confiance, eh bien nous allons pouvoir l'observer de longues minutes, de longues heures, jusqu'à ce que eh bien, nous en puissions plus non plus, parce qu'il y a aussi le froid qui peut parfois un petit peu freiner nos expéditions, bien qu'en été, hein, dans les régions polaires, on n'est pas sur un froid, j'allais dire polaire, mais un froid extrême. On est sur des températures qui sont bien similaires à un hiver en France. Mais voilà, c'est ça qui fait l'intensité d'une expédition. Ce sont des moments imprévus, des instants qu'on ne contrôle pas, mais qu'on va avoir le privilège de vivre. Et ça, eh bien, c'est la nature elle-même qui nous le permet. Et puis, évidemment, ces croisières expéditions, eh bien, elles ont l'expertise comme signature. Nous avons à bord donc de nombreux guides qui vont vous accompagner et vous guider tout au long de ces expéditions. Alors, ils sont 2 guides sur nos petits bateaux. Ils sont environ 10 à 11 guides sur nos bateaux, par exemple, de 98 passagers. Donc, ils vont vous accompagner dans les expéditions Zodiac pour eh bien, faire parler les éléments, ou vous raconter un petit peu cette nature qui vous entoure. Et puis, ça va être également des conférences à bord lors des navigations ou le soir pour des récapitulatifs quotidiens. C'est-à-dire que eh bien, dans n'importe quelle situation, on aura des choses à raconter. Une observation animalière, un guide va revenir sur cette observation le soir, ou bien un environnement qui raconte une histoire de trappeurs, ou une histoire de communauté inuite, ou que sais-je. Les guides vont être là pour vous raconter et pour faire parler donc ceux qui nous entourent.
Alors, c'est des conférences, c'est des échanges, et puis ça peut évidemment être des discussions informelles, puisque, comme l'a dit Christian en ce début de conférence, l'avantage dans ces petits bateaux, c'est avant tout le partage entre nos passagers, mais aussi le partage avec cette équipe d'expédition qui est là en permanence pour discuter avec vous, pour répondre à vos questions. Et c'est là voilà, que le voyage vraiment change de dimension, puisqu'on n'est plus simplement là pour admirer, pour observer, pour contempler, mais on va être là aussi pour apprendre et pour comprendre. Et c'est par là qu'on développe eh bien, une autre relation finalement à ces environnements, une relation plus respectueuse, plus consciente. Alors voilà, ici, il y a déjà eu à bord, par exemple, eh bien, des ateliers pour comprendre la cartographie. Ou alors, voilà, sur des zodiacs, vous allez avoir toujours nos guides qui vont vous raconter là où nous sommes, ce que dit la glace, pourquoi un iceberg, pourquoi un glacier. Voilà, c'est cette transmission qui va être très importante dans nos croisières expéditions. Et puis donc, pour nous porter dans ces croisières expéditions, le choix du bateau finalement était pour Grands Espaces essentiel. Ça ne va pas être seulement un lieu de vie, c'est, comme l'a dit Christian, un véritable outil d'exploration, d'expédition. Tout est finalement pensé à bord pour servir l'expérience sur le terrain. Alors, c'est d'abord la taille, hein, comme je vous l'ai dit. On préconise donc des petits bateaux de 12 à 98 passagers. Nous naviguons donc en petit comité et cela change absolument tout puisqu'on va débarquer plus facilement. On a une plus grande flexibilité aussi, c'est-à-dire, comme je le disais précédemment, lorsqu'une observation s'offre à nous, eh bien, sortir 2 ou 10 zodiacs, ça va être différent que de sortir 20 zodiacs. Donc, vraiment, on a cette flexibilité de terrain que nous apportent ces petits bateaux et qui va être très importante donc, pour découvrir ces environnements et pour en profiter au mieux, pour observer au mieux. On peut vraiment s'adapter à bord de ces petits bateaux rapidement aux conditions, à une observation, une opportunité. Et cela va créer donc une atmosphère très particulière à bord. On est sur quelque chose de finalement très simple, très convivial et surtout très humain. On apprend vraiment, comme je le disais, tous à se connaître, hein, que ce soit entre les passagers ou avec l'équipe d'expédition, même avec l'équipe hôtelière. On vit vraiment le voyage tous ensemble et on est vraiment loin finalement de l'anonymat des grands navires. Et puis, il y a un point essentiel aussi pour le choix de ces petites unités, 2 points essentiels même, je dirais, eh bien, c'est l'accès à des sites que des bateaux de plus de 100 passagers ne peuvent, ou les bateaux de 100 passagers ne peuvent pas aller. Je pense à des sites protégés au Svalbard où les plus grands navires ne peuvent aller. Et donc, ça nous donne mais ce luxe finalement aussi d'accéder à ces environnements privilégiés. Et puis, j'avais un deuxième point, mais je vais continuer, ça va me revenir, l'accès, et puis j'ai oublié. Voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais je vais vous présenter un petit peu la flotte Grands Espaces. Voilà, donc comme je le disais, ce n'est pas un simple hébergement, ça va être là où vous dormirez, là où vous allez vous restaurer, mais finalement, l'objectif, c'est d'être le moins souvent, le moins possible à bord. Alors, chaque jour, hein, nous vous proposons en général minimum 2 sorties, c'est-à-dire une le matin, une l'après-midi. Si une observation s'offre à nous le soir après le dîner, eh bien, nous n'allons pas hésiter à remettre les zodiacs à l'eau ou à ressortir le soir pour profiter de cette observation. Mais en tout cas, l'objectif est de vous proposer le plus de temps dehors. Alors après, à vous aussi de vous adapter en fonction de vos envies, en fonction de vos possibilités. Vous avez tout à fait le choix hein, de rester à bord durant nos sorties ou de nous accompagner. Mais en tout cas, pour nous, pour l'équipe d'expédition, l'objectif est que vous soyez le plus dehors
en observation. Alors, pour présenter un petit peu bien notre flotte, qui fait ici notre flotte polaire, donc nous avons le Grand Explorer, que certains d'entre vous connaissent ici, me semble-t-il. Le Grand Explorer, donc notre yacht polaire de 12 passagers, un yacht polaire très confortable qui a été rénové en 2020. Et qui va donc explorer les zones arctiques. Donc, il est en ce moment même en Norvège. Donc, on commence la saison polaire en Norvège à partir du mois de janvier. Et puis, nous continuons donc ensuite sur le Spitsberg, le Svalbard. Ça va être vraiment un bateau qui va se cantonner à cette région arctique. Donc, un bateau très confortable avec des cabines doubles, suites et cabines individuelles, avec un service donc très raffiné à bord. Vous le savez, nous vous l'avons annoncé, nous avons Grands Espaces acquéri l'an dernier, anciennement appelé Explorer, que nous avons rebaptisé le Grand Explorer, ce qui fait que nous avons maintenant la gestion de l'équipage à bord pour vous proposer un service toujours plus raffiné et en adéquation avec ce que nous voulons être. Donc, toujours l'esprit d'expédition, comme le disait Christian, expédition d'abord, confort évidemment. Donc, à bord ici, pour votre confort, un sauna, un jacuzzi pour vous accueillir au retour des expéditions. Xavier ici revient tout juste de la Norvège à bord de l'Explorer, donc il pourra vous en dire un petit peu plus sur ce cocon. Le Nanook, rebaptisé aussi, je ne l'ai pas mis ici, Grand Nanook, puisque nous l'avons acquéri aussi très récemment. Donc, un bateau également de 12 passagers, très confortable également. Il a été rénové entre 2022 et 2024. Il a été un petit peu freiné sur le chantier pour diverses raisons, mais en tout cas, il est vraiment tout neuf. Avec donc pareil un grand salon avec des ouvertures panoramiques sur les bords, avec de grands ponts également d'observation, comme je le disais, qui permet vraiment des observations optimales lorsqu'on est en navigation. Et puis des catégories de cabines, donc allant de la cabine individuelle aux suites également, cabine supérieure, donc également avec un service raffiné à bord. Et puis, donc, un nouveau dans notre flotte, ne vous est sans doute pas inconnu, c'est le Captain Arctic que nous proposons donc dès 2026, des premiers départs en 2026 en Norvège. C'est vraiment un bijou de technologie, puisqu'il est propulsé par le vent, alimenté par le soleil. Vous le voyez, ces voiles, ce sont des voiles rigides qui sont dotées de pas moins de 1800 mètres carrés de panneaux solaires, donc ce qui va réduire à 90% ses émissions par rapport à un navire polaire classique. Donc, c'est vraiment un bateau vraiment vert, d'une grande prouesse technologique avec lequel nous allons pouvoir partager dès cette année en Norvège en 2026 et puis en région arctique dès 2027, donc au Spitsberg et au Groenland. Donc, c'est un bateau également très, très confortable avec deux catégories de cabines. Vous le voyez, c'est vraiment un bateau très moderne, toujours ouvert, très ouvert sur l'extérieur, puisque sur tous nos bateaux, vous l'avez compris, l'essentiel, c'est que vous soyez même à bord et même en temps de navigation en contact avec cette nature environnante, cette nature qui nous entoure, et d'être toujours avec des fenêtres à vos côtés, de grandes fenêtres ici, que ce soit dans le restaurant ou dans le salon panoramique. Même quand vous n'êtes pas dehors, vous l'êtes quand même un petit peu. En tout cas, vous profitez toujours de ces environnements. Et puis, donc, celui qu'on vous a annoncé très récemment, l'Heritage Discoverer, qui n'est pas moins que l'ancien Exploris One, qui a été acquéri il y a peu par la société Heritage Expedition et que nous pouvons vous proposer de façon assez exceptionnelle dès cette année 2026, qui vient remplacer donc celui que beaucoup connaissent ici, l'Ocean Nova, qui a été notre bateau amiral pendant des années, et puis qui remplace donc le Terra Nova, dont l'avenir était
plus incertain. Et puis, nous avons saisi cette opportunité de la vente de ce bateau assez exceptionnel pour vous le proposer dès cette année. Donc, on en a parlé pour ceux qui étaient présents déjà la semaine dernière. Et puis, nous ferons, comme je vous l'ai dit, dès la semaine prochaine, a priori, un webinaire pour vous présenter ce magnifique bateau, donc vraiment également tout récent. Hein. Il est vraiment tout neuf avec de grands espaces communs qui vont de la bibliothèque au salon d'observation, à la salle de conférence, deux jacuzzi à son bord, un espace bien-être. Enfin, voilà, c'est vraiment un navire vraiment très confortable qui est tout de même adapté eh bien, à l'expédition, toujours. Hein, vous le savez, peut-être ce bateau, il était anciennement, il peut être conçu pour 140 personnes. Il voyageait avec à son bord 120 personnes avec donc son ancienne compagnie, la compagnie Exploris. Mais nous avons décidé donc de réduire sa capacité à 98 passagers, ou toujours en dessous eh bien, des 100 passagers pour profiter donc eh bien, de tout ce qui fait notre esprit, hein, cet esprit convivial de partage à bord, et puis toujours pour accéder à des zones auxquelles les grands bateaux ne peuvent accéder. C'est pour nous aussi l'important. Et puis, je vous fais un petit aparté aussi sur un bateau que l'on propose en Amazonie brésilienne, qui est la Jangada, qui est un bateau de 24 passagers, qui est le bateau, pour le moment, le plus récent et vraiment le plus confortable de la flotte amazonienne, en tout cas au Brésil, qui est vraiment un bateau très confortable, un catamaran tout fait d'acier et de bois local. Il est vraiment très agréable. Donc, à son bord, hein, voilà, beaucoup de bois dipé, ce qui fait qu'on est dans un environnement qui se marie tout à fait avec l'environnement du fleuve Amazone. Donc, un bateau aussi avec de grands ponts extérieurs, de beaux espaces communs et de belles cabines pour pouvoir donc profiter de ces navigations fluviales. Donc un autre type de bateau, mais toujours fait pour l'expédition. À son bord, deux petits bateaux qui vous emmènent donc pour aller naviguer un peu dans les affluents les plus secrets du fleuve. Voilà, un bateau toujours tourné vraiment vers l'expédition. Voilà un petit peu pour l'esprit grands espaces, ce qui fait notre ADN et qui peut définir un petit peu chez nous la croisière expédition, ce que nous considérons vraiment comme la croisière expédition. Donc, vous l'avez vu, hein, vraiment des bateaux qui sont faits pour ces croisières expéditions et puis tout à bord portés pour les plus belles observations avec l'accompagnement de guides experts. Je vais laisser maintenant la parole à Xavier, si ça fonctionne. Pour l'instant, il a l'air d'être avec nous. Oui, oui. Les conditions climatiques nous le permettent, j'ai l'impression, pour parler un petit peu tout simplement de l'expérience de terrain que tu peux avoir à bord. Alors, bonjour à tous. Oui, alors j'ai eu quelques petits soucis de connexion, mais la météo s'améliore, hein, comme Laureline et Christian vous a dit. Hein, la météo nous donne un petit peu la direction qu'on prend. Donc, la direction est bonne parce que le vent se calme. Donc, je vais pouvoir vous parler un petit peu de quelques expériences d'expédition que j'ai pu réaliser depuis 2014. Hein. Ça fait depuis 2014 que je travaille pour Grands Espaces en tant que guide et depuis quelques années également en tant que chef d'expédition. Et il y a vraiment une grande importance. C'est un petit peu comme les bateaux. Hein. Les bateaux sont un petit peu inféodés à un certain milieu. Hein. Les bateaux d'expédition polaire, c'est en Arctique. Et les guides, je pense que c'est un peu la même chose. Hein. Moi, je tourne beaucoup entre la Norvège continentale, donc les Lofoten, Lingen et le Cap Nord. Après, je fais une migration avec les bateaux en direction du Spitzberg. Et après, la fin d'été, c'est plutôt en direction du Groenland. Et cette répétition année après année, c'est ce qui permet vraiment d'avoir de bonnes connaissances approfondies des milieux. Et aussi vraiment bien connaître les communautés locales, un petit peu comme Laureline vous parlait tout à l'heure avec Christiane, hein, ou également d'autres guides qui connaissent très bien les villages du Groenland. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez important aussi que quand on découvre une agence, comment dire, un tour opérateur ou autre, c'est d'avoir aussi des visages un petit peu qu'on connaît, hein,
C'est pour ça que Christian, avec son histoire et un peu son vécu, marque un peu les esprits. On a tous entendu parler de ces expéditions avant qu'ils soient dans le tourisme. Donc, ça fait vraiment partie un peu de comment dire, l'esprit grands espaces. Ce sont des guides qui connaissent très bien les milieux et que vous avez, je pense, apprécié durant vos croisières. Alors là, comme je viens de finir ma saison en Norvège, hein, le bateau termine encore 2 séjours au Cap Nord, puis il va bientôt monter au Spitzberg. C'est vrai que là, je suis un peu entre deux périodes, hein. Il va recommencer au mois d'avril, le 3 avril, on recommence les séjours au Spitzberg. C'est un peu le début de saison, mais vraiment des périodes assez sympas pour la banquise très présente et aussi le fait qu'il y ait très, très peu de bateaux. Donc, ça apporte vraiment un charme très authentique à cette zone du haut Arctique, hein. C'est le printemps sur le calendrier, mais les conditions sont encore très, très hivernales. Alors, un petit peu en expérience, hein, comme je dis, hein, si vous venez sur ce type de bateau, il ne faut pas s'attendre trop au luxe intérieur, hein. C'est vraiment des bateaux qui sont très confortables, mieux que les tentes d'expédition ou les Zodiacs de Christian mis de travers avec des cales en bois pour se protéger du vent, hein. On est toujours bien couconné dans ces petits bateaux ou même le grand bateau comment dire, Discoverer, qui sont des capacités petites pour, pour les opérations en Arctique, hein, même moins de 100 passagers, ça reste quelque chose de très, très flexible, hein. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de vous proposer toujours des petites unités. Mais mon coup de cœur, moi, c'est vraiment les petits bateaux de 12 passagers. Après, on ne peut pas convaincre les gens d'aller sur tel type ou tel type de bateau, hein. Chacun est un petit peu libre d'aller là où il veut, hein. Mais vraiment, cette ambiance de petits bateaux, 12 passagers, où quand on débarque, on est vraiment un petit peu au milieu de nulle part, qu'entre nous, à une dizaine, avec les 2 guides, ça fait 14 personnes en tout. Et donc, cette ambiance-là est vraiment assez incroyable. Et une fois, j'avais dit quelque chose, je pense, qui est assez vrai, hein, c'est que bientôt, une des grandes richesses de ce monde, ça va être d'être un peu seul, la solitude. Parce que quand on regarde, hein, on regarde de plus en plus avec les effets un petit peu de mode, hein, le surtourisme commence à gagner un petit peu toutes les régions du monde. Et garder vraiment cet esprit croisière d'expédition, être un petit peu dans des lieux un peu uniques, un peu seuls, où on ne voit pas âme qui vive à part les personnes du bateau. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable à vivre à l'époque où on est. Et en plus, quand on arrive dans ces coins-là, alors heureusement, malheureusement, est-ce que c'est quelque chose de bien? Mais maintenant, on est tous connectés avec les satellites, hein, donc sur les bateaux, il y a des connexions Wi-Fi. Mais ça, je pense, de se déconnecter un petit peu du monde de fou dans lequel on vit actuellement, on le voit tous les jours avec les actus, hein. Encore aujourd'hui, Trump est en train un petit peu d'affoler la planète avec ses effets un peu de grande annonce. Et quand on se retrouve sur ces bateaux, loin du monde, certes un petit peu dans des milieux qui sont quand même assez hostiles, hein. En Arctique, une tempête, la banquise qui dérive, on peut être vite dans des conditions un peu difficiles, hein, mais toujours dans des zones de sécurité. Mais l'être loin un peu de tout ce ramdam mondial et toute cette pression humaine, c'est quelque chose quand même qui est grandement appréciable quand on peut se déconnecter pendant quelques jours de tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable à vivre. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai vu là dans le fil du chat qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont déjà voyagé avec Grands Espaces. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui n'ont jamais tenté encore l'expérience. Après, on pourrait parler pendant des heures derrière des caméras ou derrière des brochures ou autres. La seule façon de vraiment se rendre compte si on est fait pour ça, c'est de venir tester une fois. Et après, comme on dit, hein, le virus de l'Arctique et surtout le virus des expéditions de croisière, c'est quelque chose qu'on attrape et qu'on a du mal à se faire vacciner. Le seul moyen, c'est de revenir. Donc moi, je vous invite à tenter un peu cette expérience qui reste quand même quelque chose d'assez incroyable, hein. On ne va pas vous vendre, comme on nous a dit, des galas, des choses comme ça, mais vraiment du terrain. Ça va vraiment être axé autour de la vie au jour le jour. Donc, il faut être très participatif, hein. Ce n'est pas des croisières passives où vous allez attendre dans votre salon, dans votre cabine que le moment arrive, hein. Même en pleine navigation, hein, on vous invite tous à venir à la passerelle ou également à sortir les jumelles, parce qu'il y a toujours quelque chose à voir. Et puis, il y a toujours dans l'équipe un ornitho passionné comme Christian qui sera vous expliquer un petit peu la vie des oiseaux ou autres explications un petit peu sur la navigation. Donc ça, c'est vraiment un peu ce qu'on essaye de vous apporter. Alors bon, Laurie nous a dit que certains de nos bateaux étaient équipés de sauna jacuzzi. Cet hiver, j'ai fait 2 mois de croisière au Lofoten. Les gens n'ont pas trop eu le temps de goûter à tout ça. Alors, les journées sont bien remplies. On vous laisse quand même un peu le temps de vous décompresser.
Mais si vous suivez un petit peu le rythme, hein, ça reste de l'expédition. Hein. Donc, dans les expéditions, il y a la partie terrain où on explore, on découvre, on prend des notes. Et après, comme Laureline nous disait, tous les soirs, on vous propose des récaps des conférences. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, hein, parce que ça permet vraiment, en plus de l'émerveillement visuel, c'est d'avoir un apport de connaissances qui sont assez typiques de ces types de croisières. En plus, le fait d'être sur un bateau, bah, ça permet de se retrouver facilement au salon, à la zone de conférence, et ce qui permet vraiment d'avoir une vision en 2 temps, une fois le terrain et une fois la partie scientifique, comme une vraie expédition d'antan, hein, avec bien sûr maintenant le confort d'un bon repas servi par des bons chefs cuisiniers. Donc c'est vraiment comment dire, des voyages qui sont assez intéressants pour ça. C'est pour ça aussi que moi j'aime bien revenir en tant que guide, hein. Quand on commence à faire plusieurs années dans la même agence, c'est que l'agence est bonne, il ne faut pas se leurrer. C'est comme vous, hein, en tant que passager. Je pense que si vous avez plaisir à revenir dans une agence de voyage, c'est que c'est bien. Et donc, les guides, c'est un peu la même chose, hein. On est libre d'aller là où on veut. Mais quand on commence à s'attacher à grands espaces, bah, on a tous envie de revenir. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a pas mal de guides, on dit, comment dire, des guides un peu anciens qui sont toujours là un peu autour de grands espaces, que c'est quand même quelque chose assez différent, assez unique pour travailler. Ce que j'aime bien dire, c'est que Christian, ça reste le grand patron, mais une fois qu'on est parti en expédition, bah, on n'a plus aucune nouvelle. En tant que chef d'expé ou de guide, on est totalement libre. On n'a de compte à rendre à personne, sauf peut-être à la nature qui, elle, va décider un petit peu de notre destination, de notre programme journalier. C'est quelque chose quand même qui est assez agréable. On vit un petit peu au jour le jour, ce qui reste dans beaucoup de métiers et aussi pour vous en tant que passager, quelque chose qui est assez unique parce que vu qu'on est toujours surpris par quelque chose qu'on ne s'attend pas, hein, c'est ce qui est la surprise, hein, parce que la faune, elle est, comment dire, elle n'est pas prévisible, hein, donc à n'importe quel moment, s'il y a quelque chose à voir, on sort les zodiacs, on y va, et nous, en tant que guide, bah, moi, j'adore ça parce que ce soit le matin, le soir, la nuit, même durant l'hiver aux aurores boréales, des fois, je veille jusqu'à minuit pour essayer de voir une belle aurore boréale. Ça fait pourtant bientôt 9 ans que je guide les séjours au Lofoten, et cette passion, pour l'instant, elle est encore bien entière. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de vous faire partager. Donc, voilà un petit peu mes ressentis sur ce type de voyage. Et après, quelques anecdotes hein, où la faune peut nous surprendre assez souvent. Hein. Ça date de l'année dernière sur l'Ocean Nova, maintenant qu'on a changé pour le Discover. Alors ça, c'est que des anecdotes personnelles. Hein. Comme je dis, la seule vraie anecdote, c'est celle que vous allez vivre les prochaines fois que vous allez partir en voyage, hein, que ce soit en Arctique ou bien ailleurs dans le monde. Hein. Ça reste très personnel, toutes ces anecdotes, mais c'était l'été dernier au nord-ouest du Groenland. On était à l'entrée d'un fjord, hein, ça ne va certainement pas trop vous parler. C'était le fjord d'Eta, c'était une journée plutôt maussade. Le matin, il avait fait beau, on avait été sur la banquise, et l'après-midi, on arrive à l'entrée de ce fjord. Il y avait un petit peu du crachin qui arrivait depuis l'intérieur de la calotte. Il y a une bonne partie des passagers qui ont dit « Oula, non, nous, on va plutôt rester au chaud ». Et les plus courageux, ceux qui ont vraiment l'esprit expédition, sont venus avec nous. On était plusieurs guides, donc plusieurs zodiacs, un peu comme on peut voir sur l'image. Et puis là, ça a été un petit peu le spectacle tout le long de la sortie. Hein. On a commencé par renard polaire, bœuf musqué. Et après, on a fini par un loup arctique qui a été vraiment une observation assez incroyable. Donc, en fait, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de conditions. C'est quand on peut y aller, il faut y aller. Essayer de profiter un peu de ce qu'on vit au jour le jour, hein, sans vraiment se mettre de challenge ou autre. C'est vraiment être au contact de la nature qui restera vraiment le maître mot des voyages grands espaces. C'est ce côté nature en premier, puis le reste, on verra après. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était quelques phrases, un petit peu quelques explications un peu sur la vision que j'ai de ce type de croisière et de l'agence Grands Espaces. Donc, peut-être qu'il y avait quelques photos. Je n'ai pas. Ah non, je peux même pas aller. Ah si, voilà. Voilà, on va mettre quelques photos un petit peu des ambiances que je vous ai dites. Hein. Alors là, je pense que ça va être quelques photos beaucoup tournées sur le haut Arctique. Là, on voit un débarquement sur la banquise. Alors, même si on ne met pas le luxe en avant, vous voyez, ça reste quand même très sympathique. Hein. On est quand même des Français qui aiment bien boire un petit coup. Donc, il y a toujours un petit apéro sur la banquise. Là, installation d'une table, une nappe et un petit verre de mousseux ou de pétillant, je ne sais quoi, sur ce jour-là.
Mais en tout cas, même si on ne met pas le luxe en avant ou tout ce qui est un petit peu apparat, des petites surprises comme ça, c'est un peu la vie de tous les jours, et de célébrer un moment assez unique, qui est marché sur cette fameuse banquise, ça reste quelque chose quand même qui est assez unique et qui reste gravé. Même moi qui ai fait beaucoup d'expéditions, alors j'en ai pas fait énormément à l'échelle d'une vie, mais vraiment la journée ou les journées qui sont consacrées à la banquise, ça reste toujours quelque chose d'assez incroyable, parce que c'est pareil, c'est un terrain de jeu qui est en perpétuel mouvement. On ne reverra jamais ces mêmes plaques de banquise. À chaque fois, c'est un petit peu un challenge de trouver la bonne plaque de banquise et après de pouvoir vous faire débarquer. Et même vous, vous sentir dans ce haut arctique, la banquise, c'est quelque chose qu'on parle tous les jours dans les journaux, etc., le retrait de la banquise. Mais pouvoir la palper, la voir sous ses pieds, de se rendre compte de ce que c'est quelque chose vraiment unique et incroyable. Alors, ce mot unique et incroyable, je vais le répéter peut-être souvent, mais c'est un peu l'image que j'ai de ces régions, même s'il y a d'autres endroits dans le monde, il y a des milieux et des observations uniques et incroyables également. Alors, voilà. Alors, ça, c'est quelques images vues de drone. Ça permet de se rendre compte un petit peu des dimensions des plaques de banquise et dans quoi est-ce qu'on peut avancer. Parce que vous voyez, certains peuvent se dire, oh, c'est juste une sortie en zodiac, le guide va zigzaguer un peu entre les plaques de banquise, mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment assez particulier de pouvoir pousser avec ces zodiacs, ces énormes morceaux de glace. Comme disait Christian, avec l'anecdote qu'il avait avec le Sisselmal, un gouverneur du Spitzberg, qui lui disait oh, vos zodiacs ne vont pas résister. Pourtant, ce sont des engins assez incroyables. Et une petite sortie zodiac anodine peut devenir un grand moment, d'après ce qu'on va pouvoir découvrir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois quand les conditions sont vraiment bonnes. Voilà. Alors ça, c'est d'autres ambiances. Ça, c'est également au Groenland. Alors là, je reconnais 2-3 collègues. Il y a Fabrice et Jonathan. Là, on reconnaît bien avec son masque de ski au pied de ces grands icebergs. Alors, ça reste des mondes de glace. Ça fait vraiment partie aussi des voyages, surtout dans le haut Arctique, entre Spitzberg, Groenland, ces endroits-là. L'idée qu'on a de ces milieux-là, c'est la glace de partout, et c'est le cas. Donc, on va vraiment partir découvrir ces étendues et ces champs d'iceberg. Là, on peut voir des icebergs assez démesurés. Je pense savoir dans quel fjord ils doivent être. Ils doivent être vers Upernavik. C'est un endroit sur la côte ouest du Groenland où il y a des énormes cimetières d'iceberg dont certains peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres et voire plus de hauteur. Voilà, ça donne une belle voilà, j'y arrive pas. Ça donne une belle idée un petit peu des distances. Alors ça, c'est une observation de phoque barbu également sur un morceau d'iceberg. Alors nous, les approches qu'on fait vis-à-vis de la faune, alors maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de règles. Malgré tout, même l'Arctique commence à subir un petit peu beaucoup de pression du tourisme. Je pense que vous devez le savoir aussi bien que nous. Il y a beaucoup de bateaux qui commencent à monter là-haut pour découvrir ces milieux-là. Il y a une forte demande un petit peu partout dans le monde. Il n'y a pas que des Européens, il y a différentes nationalités qui montent avec différents types de bateaux. Mais en tout cas, ces animaux-là, ce n'est pas qu'ils sont habitués à l'homme, c'est plutôt que l'homme n'est pas un prédateur, donc ils se laissent facilement approcher. On a quand même des approches qui sont très lentes, très douces pour ne pas les effrayer, parce qu'un zodiaque qui arrive, certes, il ne va pas le confondre avec un ours, mais un mouvement brusque ou quelqu'un qui parle un peu trop fort peut quand même le déranger. Donc, on met vraiment tout de notre côté pour éviter de déranger cette faune si paisible. Et ça, pour ceux qui veulent voir vraiment la grande faune de l'Arctique, le Spitzberg, c'est un endroit qui est vraiment très bien pour pouvoir un peu voir les différentes espèces du haut Arctique, dont ces fameux phoques barbus. Alors là, c'est une observation. Alors ça va être au Groenland, nord-est Groenland, certainement. Observation de bœuf musqué, qui reste aussi un animal assez emblématique du haut Arctique et aussi des dernières grandes périodes de glaciation, de l'ancienne ère glaciaire du Wurmse II, où ces espèces-là vivaient un petit peu partout en Europe et sont montées tout doucement vers l'Arctique, se réfugier dans des endroits encore un peu froids. Donc là, on voit aussi le zodiaque, là, qui est vraiment en position d'observation. Alors là, c'est à l'automne, on le reconnaît à la toundra qui rougit, et aussi la scène, là, on voit deux bœufs qui commencent à s'affronter. Donc la période des amours va bientôt commencer.
Alors après, ça dépend un petit peu des espèces de faune que vous voulez observer entre les différentes régions de l'Arctique. On n'observe pas forcément les mêmes espèces. Donc, Groenland, c'est vraiment l'endroit assez idéal pour voir le bœuf musqué, qu'il n'y a pas au Spitsberg, par exemple. Alors là, encore une autre image de ces grands fronts glaciaires qui sont vraiment assez impressionnants. Et même nous, en tant que guide, le changement climatique fait qu'on observe le retrait. C'est pour ça que Christian lui dit protéger. C'est quelque chose, tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on n'a pas vu, on n'arrive pas à se rendre compte. Et ça, même moi, en une dizaine d'années, depuis 2014, j'ai vu certains glaciers reculer énormément, même certains se couper en deux. Les glaciers se séparent d'après l'arrivée des vallées glaciaires. Et donc, ça reste un milieu très fragile. Et grâce à toutes nos explications, conférences et explications dans les zodiacs, ça vous permet aussi de comprendre un petit peu le mécanisme et le pourquoi du comment. Est-ce que les glaciers avancent, grossissent, plutôt sont en retrait, sont en train de disparaître? Pourquoi est-ce que la surface du glacier est sale? Pourquoi est-ce qu'il va former des icebergs? Ça fait vraiment partie des connaissances qu'on va vous apporter durant les croisières. Ah, alors là, ça c'est Nathanaël, un guide grands espaces, avec derrière deux ours. Alors c'est une femelle et son petit. Une belle observation. Oui, ils restent dans leur milieu, ils ne sont pas du tout dérangés par notre présence, alors on essaye qu'ils restent comme ça. Alors ça, c'est des sorties à terre, parce que vu qu'on reste quand même dans des croisières expéditions, on fait du zodiac qui permet de découvrir des endroits facilement. Une fois qu'on est bien installé dans le zodiac, il n'y a plus que le guide qui pilote le zodiac et vous avez juste à profiter. Mais il y a des moments où il faudra aussi un peu se dégourdir les jambes, parce que moi, je suis des Hautes-Alpes, des montagnes, donc comme beaucoup de guides, on aime bien aussi aller se balader. Et je pense qu'on fait du terrain, vraiment, qu'on met le pied à terre, c'est là où on a vraiment le plus de sensations, d'émotions, d'être vraiment dans le milieu. Et donc, on propose régulièrement des petites balades, des grandes balades. Ça dépend un petit peu des niveaux, surtout sur le Discover, vu qu'il y a toute une équipe de guides, on peut vraiment dispatcher d'après un petit peu les conditions de chacun sur des sorties plus ou moins dures pour essayer de vous montrer le plus de choses possible. Et des fois, juste de monter de quelques dizaines, voire une centaine de mètres de dénivelé, ça permet d'avoir des perspectives bien différentes et se rendre compte un petit peu dans l'endroit où on se trouve. Alors, ça reste expédition, mais ce ne sont pas des expéditions, alpinistes ou des choses comme ça. Le terme expédition, c'est vraiment dire qu'on est 100% en terrain, mais les niveaux de difficulté restent des choses très abordables. On a des personnes de tout âge, de 7 à plus de 77 ans, comme on peut dire, qui viennent, parce qu'on essaye vraiment de s'adapter. Le milieu est dur, l'endroit est des fois difficile d'accès, mais ça reste des voyages qui sont accessibles à tout le monde, parce qu'il y a des lieux de débarquement qui sont très faciles, des belles plages de sable où c'est facile de débarquer avec des belles toundras pour pouvoir se balader. Alors ça arrive sur des photos de cet automne. Alors régulièrement, on a également des photographes professionnels qui viennent, dont Valentin Pilate, qui travaille beaucoup pour Grands Espaces. Donc vous retrouvez beaucoup de ces photos dans la communication. Et ça, c'est une croisière que j'ai fait avec lui et aussi un groupe de passagers sur le Nanook. C'était dans les Lingen en Norvège, quand il y a les grands rassemblements d'orques et de baleines à bosse en automne. Parce qu'il y a vraiment des périodes pour tout. Et Grands Espaces essayent d'optimiser ces bons créneaux pour avoir vraiment de belles observations. Est-ce qu'il y aura d'autres photos sur ces fameux orques? Non. Ah non, c'est la fin. Voilà. Je n'en ai pas mis d'autres, mais voilà, avec plaisir pour les partager sur un autre webinaire et puis un webinaire peut-être où on parlera de ces observations de la Norvège. Je voulais juste… alors, merci déjà, Xavier, pour ton retour d'expérience et pour ta vision. C'est toujours important d'avoir la vision aussi d'un chef d'expédition, de quelqu'un de terrain. Je voulais juste revenir, il y a peu de questions, mais peut-être quelques-unes qui peuvent intéresser nos auditeurs, et des questions qui reviennent souvent, notamment sur les conditions physiques.
Donc, est-ce qu'il y a besoin d'avoir de bonnes conditions, enfin, quelles sont les conditions physiques à avoir pour partir à bord d'une expédition? Je répondrai volontiers, hein. Et je commencerai par une anecdote en disant avant tout, on embarque à bord d'un bateau et on peut contempler. On peut simplement rester sur le bateau un jour. J'ai vu une personne qui était régulièrement sur le pont avant nous, on sortait en Zodiac en nous proposant diverses activités et calbref. Cette personne restait à bord. Au bout de 2 jours, je suis allé vers elle. Et puis, je lui ai dit, est-ce qu'il y a un souci? Et il m'a dit, mon cher Christian, mon cher Muskempf, moi j'ai un voilier. Avec mon voilier, je ne peux jamais aller dans la banquise. Il y a des voiliers qui vont, hein, d'accord. Enfin, lui, il n'a jamais pu aller dans la banquise, il n'a jamais pu aller aussi loin, et je suis seul. Laissez-moi seul. Je fais un voyage en voilier, même avec vos moteurs. Vous voyez, chacun est libre, somme toute. Et ensuite, quand on débarque, effectivement, alors d'abord, si on est sur un petit bateau, il y a 2 guides pour 12 personnes, hein. Donc, on peut automatiquement avoir une activité de promenade, une activité de marche, une activité de croisière Zodiac, une activité de marche, etc. Mais sur les plus gros bateaux, comme ça a été le cas sur l'Ocean Nova, comme ce sera le cas sur le Discoverer, en fait, il y a très souvent fait 4 groupes. C'est pour ça qu'on est une dizaine de guides, 8 à 10 guides. Il y a automatiquement des gens qui, pour des raisons physiques, hein, ou personnelles, ne veulent pas aller à terre, hein. Et honnêtement, ça nous arrange bien. Parce qu'on fait systématiquement, j'aime pas les termes anglais, mais c'est ce qu'on dit, on scout, on observe, on recherche de part et d'autre le long de la côte pour voir si par hasard il n'y a pas un ours blanc. Tant Groenland comme Spitzberg, quand un ours blanc vient proche d'un groupe, et ça nous est arrivé assez, enfin pas régulièrement, mais ça nous arrive, on va dire 2 fois par an, que ces groupes en zodiaque repèrent un ours et qu'on demande à ce moment-là à tout le monde de rembarquer, quoi. Parce qu'il n'est pas question d'avoir un contact avec l'ours blanc quand on est à terre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les promeneurs. Alors, ce sont souvent les gens qui ont une grande culture d'écologie. Je pense à la Desbrosses, je pense à Vincent Lecomte, je pense à d'autres, qui font parler des cailloux, font parler les fleurs, font parler les bouts de bois qui traînent, font parler le sable. Et là, on fait 500 mètres, mais vous allez être retenu, c'est comme quand on fait 500 mètres dans nos forêts. Une personne qui connaît bien l'écologie de la Bourgogne ou du sud, du nord de la France, que sais-je, pourra vous passionner en 500 mètres, hein. Et puis ensuite, il y a les marcheurs, et puis de temps en temps, un groupe de randonneurs. Ceux qui veulent absolument aller le plus haut possible, le plus loin possible, pour dire je l'ai fait. Et puis, c'est vrai que la vue depuis un sommet est tout à fait prenante, quoi. C'est autre chose, plutôt que de rester au niveau de la mer, ou avec les terriens, je dirais. Donc, il y a toujours plusieurs groupes. Donc, entre ceux qui n'aiment... Et puis on n'est pas obligé de toujours suivre. Nous, souvent, on est étonné par le nombre de personnes qui, après avoir mangé le soir, on dit, allez, on vous propose une sortie parce que on ne dit pas que la lumière est belle. On ne dit pas qu'il ne fait pas trop froid. On dit, c'est après dîner, si vous voulez être... Ben non, il y a toujours trop de monde. Si je puis dire, et c'est génial. C'est génial parce que dans ces régions, les journées ont 24 heures. Il faut en profiter, il faut en avoir pour son argent, pour parler un peu crûment et simplement. Et c'est pas tous les jours qu'on vient là-haut, hein. Donc, néanmoins, si on veut être tranquille, c'est tout à fait possible. Pardon, j'ai été un peu long, mais ça donne un peu l'ambiance. C'est toujours mieux d'avoir une longue réponse qui répond correctement à la question. Alors, j'ai d'autres questions auxquelles j'ai répondu directement dans le fil de la conversation, enfin du chat, qui sont plutôt voilà, d'ordre de prix, de suppléments individuels. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, les prix, c'est difficile de dire comme ça, tout dépend de la croisière qui vous intéresse, en Arctique ou autre, à bord de tel ou tel bateau. Les prix diffèrent, mais n'hésitez pas vraiment à revenir vers nos équipes, de nous écrire ou de nous téléphoner. Nous serons ravis de vous envoyer les informations correspondantes, de vous orienter au mieux également sur les voyages qui correspondent à vos envies, à vos envies d'observation de tel ou tel type de paysage. Toutes nos
conseillères, hein, je vais parler au féminin parce que ce sont des filles qui vous accueillent et vous répondent au téléphone. Mais en tout cas, toutes connaissent les régions arctiques du terrain, je veux dire, hein, puisque nous avons l'opportunité, chacune a l'opportunité de partir chaque année découvrir les régions arctiques que nous vous proposons. Et ça, c'est un grand plus, c'est-à-dire que nos conseillères au téléphone peuvent vraiment vous parler en connaissance de cause, vous parler avec les émotions qu'elles ont pu elles-mêmes ressentir et donc vous orienter vraiment au mieux sur le choix de vos départs et de vos prochains voyages. Je voudrais, Laureline, juste dire un mot là-dessus. Quand il m'arrive, avec mes 53 années polaires, hein, c'est quand je vais au bureau, je n'y suis pas tout le temps, et quand j'entends une personne répondre au téléphone, de temps en temps, je me dis, mais à quoi est-ce que je sers encore, quoi, hein? Je veux dire, ce sont des gens, des filles en l'occurrence, qui ont fait beaucoup de voyages, parfois 10, 20 voyages dans le Grand Nord et qui connaissent parfaitement. Et je fais même parfois le reproche en disant, attention, on n'est pas une agence de tourisme, on n'est pas l'office de tourisme du Grand Nord, hein, ou du Grand Sud, hein. Mais c'est ça aussi. Moi, je trouve ça bien parce que ce sont des voyages qui coûtent cher, ce sont des voyages bizarres. Hein, 31% des gens n'aiment pas aller dans les régions froides. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le bateau, d'autres qui n'aiment pas l'avion, d'autres qui n'aiment pas ceci, cela. Et donc, il faut être bien renseigné. Et mieux on est renseigné au début, mieux on profitera du voyage, quoi. Donc, merci Laureline d'insister sur cette équipe parce que c'est pas une équipe commerciale, quoi. Je veux dire, c'est une équipe qui est là, qui connaît et qui renseigne. C'est pas marqué guide, mais de facto, il y en a qui guident quand même. Oui, c'est vrai que c'est important de le préciser, puisque je pense aussi que l'émotion que nous procurent ces voyages et ces régions polaires, c'est important de pouvoir les communiquer, et je pense que c'est ce que notre équipe parvient à faire, même au téléphone. Écoutez, merci à tous, merci à vous deux, Christian, Xavier, pour vos interventions toujours passionnantes. Merci à vous tous, auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nos rendez-vous en ligne. Ici, je vous ai remis donc les 2 ouvrages de Christian Kempf, les 2 premiers tomes de ses carnets d'aventure. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, vraiment, vous l'accompagnez dans ses premières expéditions pour le premier tome, avec plein de belles anecdotes, hein, dans ces régions polaires. Et puis, sur le second tome, sur une période donc plus axée sur une période de vie en tant que chef d'expédition. Et puis, 2 autres tomes à venir donc pour cette fin d'année. Restez attentifs, mais en tout cas, voilà, ce sont les 2 tomes que vous pouvez dès à présent découvrir. Et puis, je vous ai mis le lien sur donc le chat sur le site donc, de l'Escargot Savant. Vous pouvez tout à fait aussi les retrouver sur notre librairie en ligne sur Grands Espaces. Merci à vous tous. Encore une fois, très bientôt de nouveaux webinaires. Je vois une question sur un webinaire spécial Spitzberg. Il y en a déjà, si vous le voulez, sur notre chaîne YouTube, mais nous ferons très prochainement des webinaires dédiés à cette destination, puisque nous avons de nouveaux itinéraires dès cette année, en 2026, notamment à bord du Nanook, hein, fin août, début septembre, des nouveaux itinéraires que nous vous proposons dès maintenant, puisque la plupart de nos voyages au Spitzberg sont déjà complets. Donc, ce sont vraiment de nouveaux voyages et nous nous attellerons donc à un webinaire pour vous présenter ces voyages. Merci à tous, belle soirée et à très bientôt en ligne ou à bord. Au revoir. Au revoir.